Bon, je crois qu'il faut qu'on parle. Salut à tous, c'est Ben de Retour d'Expérience, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour commenter les annonces de Panasonic et la sortie de ce GH6 tant attendu. Si vous vous intéressez un petit peu au boîtier, aux sorties à la high-tech ou aux micro 4 tiers, vous n'avez pas pu rater les annonces qui ont été faites aujourd'hui et les milliers de vidéos qui sont sorties au même moment sur le YouTube international pour vous parler de ce boîtier. Cette fois-ci, Panasonic a fait les choses en grand. Là où ils étaient un petit peu plus timides par rapport aux youtubeurs, là aujourd'hui, tout le monde a ce boîtier. Et on va en parler. Alors il y a 5 ans, sortait le Panasonic GH5 et c'était le digne successeur du GH4 qui était déjà une révolution à l'époque. Et le GH5 a changé beaucoup de choses puisqu'on s'est rendu compte qu'on pouvait mettre beaucoup de puissance et beaucoup de technologie dans un petit boîtier. Et puis, mort cérébrale. Il s'est plus rien passé pendant presque 5 ans, il s'est rien passé. Il n'y a plus rien qui est sorti au niveau des GH. Il y a eu le Panasonic G9, que vous connaissez déjà si vous suivez cette chaîne. Mais à part un GH5 2 sans tellement d'intérêt, rien de neuf, mais plané, ce GH6 qui était présenté aujourd'hui, on l'a attendu, on l'a peut-être un petit peu trop attendu. Alors est-ce que ce boîtier va permettre de redynamiser le marché du micro 4 tiers et donner un second souffle à Panasonic? On va en discuter. Je ne fais pas partie des heureux élus qui ont eu leur exemplaire de pré-production du Panasonic GH6. Pour autant, j'ai passé une partie de ma journée à regarder beaucoup de tests en France, en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis de ce Panasonic GH6. Les premières images, voilà, et j'avais envie de vous faire un petit condensé. Alors pas un condensé technique puisque les fiches de spec vous pouvez aller les lire et elles sont beaucoup trop longues, mais un petit condensé de ce que moi je retire de ce Panasonic GH6. Alors ce GH6, je l'attendais sans l'attendre, c'est-à-dire que à la fois j'étais impatient de voir ce que Panasonic allait proposer, en même temps il y avait eu pas mal de leaks ces dernières semaines, et je m'attendais à être un peu déçu, et à ma grande surprise, je ne le suis pas tant que ça. Alors on est toujours sur un capteur micro 4 tiers, cette fois-ci on est sur du 25,2 millions de pixels, toujours stabilisé, on est toujours sur un écran sur rotule, voilà, il y a plein de choses qui n'ont pas changé, mais il y a des trucs qui ont changé. Le premier changement, c'est justement cet écran sur charnière 180 degrés, mais qui en plus est inclinable. Personne ne fait ça par Panasonic, je trouve que c'est une bonne idée, le S1H disposait déjà de ce type d'écran, et je me demandais si ça allait être implémenté sur d'autres modèles. Le S5 l'avait pas eu, alors je m'étais dit qu'ils allaient peut-être abandonner l'idée, mais visiblement ils ont fait ça, et je trouve que c'est génial. Ça permet d'avoir un écran qui reste dans l'axe, et de pouvoir le modifier, et en même temps de pouvoir quand même faire du vlogging, et de mettre l'écran à distance dès lors qu'on a des câbles HDMI, etc. Et les utilisateurs d'écran sur rotule savent à quel point c'est chiant d'avoir des câbles qui nous obstruent la vue, et qui empêchent l'écran de bouger. Ça, c'est un bon point pour Pana. Alors ensuite, il y a l'ergonomie qui est clairement inspirée du S1H puisqu'on a un boîtier qui est plus profond, qui est plus épais, un petit peu plus lourd aussi, avec une ventilation sur le côté parce que évidemment, vu tout ce qu'il embarque, il fallait bien qu'il y ait une petite ventilation dans un boîtier si contenu, il n'y avait pas tellement de miracle. Niveau ergonomie, on a donc du coup le bouton de déclenchement habituel, un autre bouton de déclenchement au-dessus et un petit bouton de déclenchement en dessous. Ça fait beaucoup de boutons de déclenchement. Mais visiblement, il y en a beaucoup que ça intéresse. Moi, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, mais a priori, ça pourrait être utile. Niveau bouton, tout est personnalisable comme d'habitude. On a toujours cette petite molette au-dessus, moi que j'aime beaucoup, avec cette fois-ci 4 modes personnalisables, C1, C2, C3 et C4 qui a été rajouté, sachant que C3 dispose à lui tout seul de 3 modes personnalisables, donc on est sur du coup 6 modes personnalisables, et ça, c'est vraiment chouette. Dès qu'on est vidéaste, on est confronté à beaucoup de situations, et moi c'est des molettes que j'utilise constamment. Sur la stabilisation, on est sur 7,5 stops, c'est-à-dire que Panasonic était déjà très bon en stabilisation, de même que Feu Olympus, mais là ils ont encore mis un stop au-dessus. Sur le GH5 on devait être à 5 ou 5 stops et demi, là on passe à 7 stops et demi. Et ça c'est franchement ouf. Alors j'ai regardé pas mal de vidéos parce que du coup je me suis dit c'est super de stabiliser très fort, mais s'il y a toujours autant de wobbling,
En fait ça sert à rien parce que les images seront pas utilisables. J'ai entendu pas mal de testeurs dire que le wobbling était réglé, que c'était fini, qu'il n'y en avait plus, que Panasonic avait réglé le problème. C'est pas vrai, j'ai vu des vidéos en vlog sur des courtes focales où on voyait du wobbling, mais il est vrai, j'accorde à Panasonic qu'ils ont presque réglé le problème. Les phénomènes de wobbling sur des très courtes focales, c'est-à-dire autour de 12 mm, donc équivalent 24 en full frame et moins, il y a du wobbling, mais c'est vraiment minime par rapport à ce que peut faire un G9 et ce que peut faire les autres boîtiers Panasonic. Globalement, c'est réduit de, je dirais, 3/4. Franchement, c'est encore visible sur certains plans, mais on peut dire que Panasonic a bien retravaillé et a bien revu sa copie. Autre point crucial, la montée en ISO qui est une véritable difficulté, notamment pour le micro 4 tiers, dès lors qu'on n'est pas sur un capteur type GH5S de 10 millions de pixels, donc avec des gros photosites. Il y avait un gros challenge, notamment en termes d'algorithme. Visiblement, Panasonic a pas mal bossé. Alors, il n'y a pas de double ISO natif, en tout cas, Panasonic n'en fait pas mention, et les tests que j'ai vus n'en font pas mention non plus. A priori, jusqu'à 6400, c'est pas trop mal. Il y a une histoire de dynamique 13+, tout ça, avec un 2 ISO qui se conjugue à un 2400 et un à 800 ISO, qui permettent d'avoir plus de dynamique et d'avoir moins de bruit, moins de chrominance sur le capteur. Donc ça, c'est une bonne chose, c'est une autre façon de développer une technologie. Maintenant, dès lors que vous êtes sur la dynamique boostée à 13 top, blablabla, avec moins de bruit, vous êtes à 2000 ISO, c'est le minimum 2000 ISO. Donc dès lors que vous allez filmer à l'extérieur avec du soleil, etc., vous n'aurez pas le choix de mettre un filtre ND. Et ça, c'est à la fois un bon technologique et en même temps, c'est un inconvénient. Et j'ai vu un petit peu ce que faisait le Olympus, non pas le Olympus, le OM System OM Mark 1, OM1, je sais plus comment il s'appelle, le nouveau de chez OM System, qui lui peut monter jusqu'à 12800 ISO et qui a priori ne bruite pas tellement, c'est que ça doit être possible. Et on va passer sur le point qui fâche, ou qui fâchait, c'est-à-dire l'autofocus. Panasonic reste sur la détection de contraste et n'est pas passé sur la détection de phase. L'autofocus, visiblement, fonctionne beaucoup mieux. Des tests que j'ai vus, et je vous promets que j'en ai vu beaucoup, alors sur des modèles de pré-production, tout ça, mais il faut reconnaître que l'autofocus est quand même vachement meilleur. Alors, globalement, tous s'accordent pour dire que il reste inférieur à Canon, à Sony, au dernier Nikon, etc. On reste quand même dans le bas du classement, mais là où avant on était sur quelque chose qui, en vidéo, était limite utilisable, aujourd'hui s'avère utilisable selon les conditions dans lesquelles vous les utilisez. Damien Bernal publiait tout à l'heure sur Instagram, il est tombé sur une vidéo de réponse de Panasonic par rapport à cette question du changement d'autofocus. On a enfin une réponse. Alors, j'ai fait un post il n'y a pas très longtemps et j'ai eu un commentaire de quelqu'un qui avait l'air hyper informé, c'était assez intéressant, qui expliquait pourquoi est-ce que Panasonic ne pourrait pas avoir la détection de phase. Il y avait une histoire de concurrence avec Sony, de rachat, etc. Alors a priori, Panasonic s'est défendu différemment, en expliquant que grosso modo, la détection de phase c'est un truc, alors ils l'ont sous-entendu, mais en gros qu'ils y pensaient, mais que le GH6, quand il a commencé à être pensé et réfléchi, c'était déjà à l'époque du GH4. Donc à l'époque, ils se sont dit, voilà, ils ont pris une feuille blanche, ils ont dit, voilà, GH5 ce sera comme ça, GH6 ce sera comme ça, il y aura toutes ces specs, maintenant on a tant d'années pour développer ça autour de notre fiche de spec d'origine. Et une fois qu'ils avaient mis ça en place, ils pouvaient pas, 1 ou 2 ans avant la sortie du GH6, changer de technologie. Alors je reste convaincu que ça aurait été techniquement possible, mais on peut pas tout faire en même temps. Panasonic, en quelques années, a sorti des boîtiers plein format, des boîtiers micro 4 tiers, ils pouvaient pas être partout. Alors que penser l'autofocus du GH6 ? Je vais vous mettre en description une vidéo de Richard Wong, qui est un YouTuber, qui a fait un test que je trouve ultra parlant, qui est pour moi sur l'autofocus et sur la stabilisation. Il a fait 2 vidéos qui sont les plus parlantes de ce que j'ai pu voir, toujours sur des modèles de pré-production, faut toujours avoir ça en tête, mais il a comparé l'autofocus dans différents modes, dans différentes cadences d'image, dans différents modes autofocus. Il a comparé le GH6 avec le GH5 II, avec le GH5S, avec l'Alpha One de chez Sony, et du coup on voit un petit peu, alors sur un plan fixe, c'est lui qui se déplace, donc c'est pas la réalité du terrain, mais ça montre quand même quelque chose. Et cette vidéo, qui est certes un petit peu longue, mais qui pour moi est assez parlante, et donc elle montre un autofocus quand même performant. Franchement, on peut pas dire, Panasonic a vraiment amélioré.
Visiblement, ce qui manquait pour cet autofocus de contraste, c'était un processeur et une puissance informatique suffisante. Aujourd'hui, ils ont un nouveau processeur Venus Engine qui est 2 fois plus puissant que sur le GH5 ou le GH5 II, et donc, ils peuvent se permettre d'avoir quelque chose qui tient la route. Alors, voilà, on est loin de ce qui se fait ailleurs, quand même. Tout le monde est d'accord pour le dire que face à un Canon, un Sony, un Nikon, un Fujifilm, on est quand même en dessous, mais avant, on n'était pas exploitable, ou difficilement exploitable en vidéo. Et aujourd'hui, ça reste pas mal. En photo, même si le GH6, alors avec un capteur de 26 millions de pixels, avec du RAW à 100 millions de pixels, avec le déplacement du capteur, etc. Mais c'est pas un appareil qui est dédié à la photo, en tout cas, il est pensé pour en faire aussi, mais c'est pas l'appareil qui est le plus pensé pour ça. Visiblement, l'autofocus en photo marche du tonnerre. Damien Bernal a fait un test avec son chien qui court à pleine balle vers lui, et toutes les photos sont nettes. C'est qu'en photo ça fonctionne. J'ai jamais trop reproché de choses au niveau de l'autofocus photo à Panasonic, mais en vidéo, c'était pas bon. Et là, on est sur du correct qui va sur du bon, donc même si j'aurais préféré vraiment une détection de phase, bravo Panasonic d'avoir franchi ce cap supplémentaire. Et le point fort de ce boîtier qui est largement mis en avant par Panasonic, c'est qu'en dehors du RAW et en dehors de la 8K, ce boîtier, ce petit GH6, peut fournir tous les codecs, les bitrates, les cadences d'enregistrement, à peu près tout possible et imaginable. Du ProRes, du 422 10 bits en interne, de la 4K 120 images secondes, de la 5,7K, enfin, vous avez à peu près tout ce qui se fait, à peu de choses près, dans un tout petit boîtier. Et le tout en interne. Et ça, je crois que personne ne le fait aujourd'hui. Je suis même pas sûr que le S1H fasse autant de trucs, sachant qu'en termes de prix, on est du simple au double. Donc, Panasonic met ça en avant, tous les youtubeurs mettent ça en avant, alors effectivement c'est top, mais je pense que ça va permettre un petit peu plus d'élaguer et d'écrémer les utilisateurs de ce type de boîtier. Typiquement, je pense que quelqu'un qui fait de la fiction, de la pub, qui fait de la vidéo dans un environnement contrôlé, du YouTube, je pense que pour plein de choses comme ça, ce boîtier il est parfait. Pour la taille, etc., la compacité, la mobilité, c'est top. Dès lors que vous êtes dans un environnement qui bouge tout le temps, avec beaucoup de choses dont vous n'avez pas le contrôle, où il faut être réactif, où il faut vraiment être pour le coup run and gun, typiquement du mariage, comme je fais moi, et certaines situations de corpo, ou du reportage ultra vivant, l'autofocus sera encore un petit peu trop mou, il y a beaucoup de codecs, il y a beaucoup de choses, mais il y a beaucoup de choses sur lesquelles le Panasonic GH6 risque d'être encore un tout petit peu léger, même si je reste convaincu que c'est un bon boîtier. Et qui dit gros codec, gros bitrate, qui dit 5,7K en 60 images par seconde, dit gros débit, on est sur du 800 mégabits par seconde, donc il a fallu retirer un port SD et mettre un port CF Express type B ou C, je ne sais plus. Toujours est-il que vous n'avez plus les deux SD, vous avez un SD et un CF Express, et ça putain ça me fait chier. Parce que les CF Express, ça coûte super cher, on est à 170 € pour 128 Go, et dessus, on en met quand même pas super lourd dès lors qu'on est sur des gros débits et des grosses résolutions. Moi j'aimais bien la double SD, j'entends qu'ils aient fait comme ça, c'était un choix qui était nécessaire, mais moi ça m'embête parce que c'est beaucoup trop cher. Alors il y a une offre en ce moment là, je crois que jusqu'à début avril, si vous précommandez votre boîtier, Panasonic vous offre une CF Express Lexar de 128 Go, donc c'est l'occasion. Il y a une mise à jour, il y a plusieurs mises à jour qui ont déjà été prévues et qui ont été annoncées, notamment, moi celle qui m'intéresse le plus, c'est la capacité d'enregistrer directement via le port USB type C 3.2 vers un disque dur SSD. Donc vous avez votre boîtier, une petite cage, aujourd'hui vous avez des petits SSD, là, les petits T5 ou T7 de chez Samsung, vous les vissez dessus, vous branchez, et en gros vous pouvez enregistrer tout ce que vous voulez directement sur un disque. Précisons que sur ce GH6, vous avez un enregistrement en illimité, sur tous les codecs, tous les formats, toutes les résolutions, tous les débits, illimité. Donc si vous faites, j'en sais rien moi, du corpo, vous filmez des séminaires ou des grandes interviews qui durent 2 heures, la seule limite que vous aurez c'est votre batterie. Donc ça c'est vraiment un point fantastique. Et le prix dans tout ça, on est sur un boîtier à 2200 €. Je m'attendais à ce que Panasonic tape plutôt dans les 2005, donc je m'attendais à être déçu. Donc 2200 c'est plutôt pas mal, mais je trouve que c'est encore un poil cher pour un boîtier qui sort un peu tard. Moi mon avis personnel,
c'est que ce boîtier, s'il était sorti il y a 2 ans, il aurait tout pété. Il aurait tout pété. Il aurait coupé l'herbe sous le pied d'un Sony A7S III, voilà, pas mal de boîtiers d'aujourd'hui. Il aurait été un des premiers à faire ce qu'il fait. Mais voilà, il est sorti là, et je trouve que s'il avait été en dessous des 2000 €, il pouvait encore tout défoncer. 2200, ça reste un prix que je trouve quand même relativement abordable pour de la caméra pro, vu tout ce qu'il propose de faire quand même. Hein. On est sur un BB-S1H qui coûte 2 fois moins, donc 2200 boîtiers nus. C'est moins cher que ce que j'imaginais, mais pour moi c'est encore un petit peu trop cher. J'ai vu beaucoup de youtubeurs dire, vous vous rendez compte, le prix il est super bas, etc. Parce qu'il faut pas oublier que les optiques, micro 4 tiers, elles coûtent rien. Ça je suis pas d'accord. Ça je suis pas d'accord. Alors oui, vous avez des optiques micro 4 tiers qui coûtent rien, mais en général c'est des optiques pourries. Dès que vous avez des optiques un petit peu de qualité, alors effectivement elles sont beaucoup plus petites que du full frame, mais au niveau du prix c'est la même chose. Des bonnes optiques Panasonic Leica, des bonnes optiques Olympus. Dès lors que vous êtes sur des montures natives, de toute façon, ça coûte cher. La qualité des lentilles, des traitements, tout ça, même si effectivement il faut moins de kilos de verre, ça reste très cher. Et quand je vois ce que Sigma, par exemple, peut proposer sur du plein format aujourd'hui, et le prix auquel il propose leurs optiques ultra qualitatives, je suis désolé, hein, il y a plein d'optiques plein format Sigma ultra haute qualité qui coûtent moins cher que des optiques correctes, voire bonnes, de chez Panasonic ou de chez Olympus en micro 4 tiers. Donc la question du prix des optiques, pour moi, elle ne se pose pas, elle n'a rien à faire dans ce débat-là. La question de la compacité, je suis d'accord, la question du prix aujourd'hui, c'est kiff bourricot. Et alors toi, Benjamin, t'en penses quoi? Tu vas te l'acheter, ce GH6? Et bah pour tout vous dire, je suis le cul entre deux chaises. Je ne pensais pas m'intéresser réellement à ce GH6. J'envisage de changer mes GH5 et GH5S, qui sont d'excellents boîtiers, mais qui me limitent un peu sur certaines utilisations, quand je les pousse à fond. Et je m'étais dit, le GH6, ouais, de toute façon, il n'y aura pas de grande révolution. Et je veux dire que Panasonic a fait beaucoup d'efforts. Si vous regardez mes anciennes vidéos, vous savez que j'étais un petit peu sceptique. J'ai beau être très fan de ce que fait Panasonic, je m'attendais à être déçu. Et je ne le suis pas tant que ça, à ma grande surprise. Je trouve qu'il y a eu des efforts qui ont été faits, alors pas forcément ceux que j'aurais imaginé, ou pas au niveau que j'aurais imaginé, mais Panasonic a fait quand même un effort sur l'autofocus, la stabilisation, l'écran, bon, il y a pas mal de choses quand même. Moi, la 5,7K, j'en ai pas grand chose à faire, mais leur 4K, c'est une 4K oversamplée à partir du 5,7, donc on est quand même sur quelque chose de top. Et du coup, je me suis dit, merde, putain, ce serait pas mal un GH6 quand même. Alors, ce qui m'emmerde, je suis désolé, je suis hyper vulgaire aujourd'hui, ce qui m'emmerde, c'est cette carte CF Express, mais avec l'enregistrement sur SSD, ça peut se résoudre. Ce qui m'embête, c'est cet autofocus qui reste, selon moi, pas suffisamment performant, et j'adore utiliser du manuel. J'aimerais pouvoir tester des technologies avec Fuji, j'ai commencé un peu à voir, et avec le Sony A6400 que j'avais avant, qu'on peut faire confiance à un autofocus. Donc, je suis mitigé, et ce qui sera le juge de paix, c'est la sortie et l'annonce prochaine, d'ici le mois de juin, je pense, du Fujifilm X-H2. Qui sera le nouveau flagship de chez Fujifilm. J'ai adoré, j'ai découvert Fujifilm avec ce X-T3. Je tombais amoureux de leur philosophie, de la façon dont ils développent leur boîtier, etc. Le Fuji X-H2 sera, je pense, le gros concurrent de ce GH6. Il arrivera dans les 4-5 mois qui viennent. Et selon ce qu'ils vont proposer, selon ce qu'ils vont mettre dedans, selon le prix d'attaque, ce sera le juge de paix. Et on se retrouvera à ce moment-là, et je pense que je vous dirai si, du coup on aura un peu de recul sur le GH6, il y aura d'autres tests qui seront faits avec des modèles qui ne seront pas des modèles de pré-production. Je pourrais vous dire si à ce moment-là, pour moi, le plus intéressant est un GH6 ou un XH2 de chez Fujifilm. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile. Je vais vous mettre en description plusieurs liens de vidéos que moi j'estime intéressantes, notamment celle de Naotech, puisque je trouve qu'il a une façon d'analyser l'utilité de ce boîtier qui me semble plutôt juste, celle de Richard Wong, enfin, je vais vous en mettre 2-3 que j'ai estimées pertinentes et qui sortent un petit peu du discours ultra rodé que j'ai beaucoup entendu aujourd'hui. J'ai bouffé beaucoup de vidéos aujourd'hui, je pense que j'ai dû me mater 20 ou 25 vidéos de 20 minutes sur le GH6, et j'ai quand même entendu un discours ultra redondant avec les mêmes specs, etc. C'est normal, mais les mêmes arguments commerciaux qui pour moi sont les arguments qui sont brandés par Panasonic.
Mais il y a quelques vidéos qui sont plus de l'ordre de l'applicatif sur le terrain ou d'une analyse un peu plus poussée, que j'ai trouvé plus pertinente, qui parfois dissonne un petit peu du discours commercial de chez Pana. Je vais vous les mettre, je vais vous laisser les regarder. J'espère que ce petit condensé, qui est peut-être pas si petit que ça d'ailleurs, vous aura été utile et vous aura permis, en tout cas, de vous poser quelques questions sur ce boîtier, peut-être de renouer un petit peu avec le micro 4 tiers, ou au contraire de définitivement l'enterrer. Et je vous attends dans les commentaires de cette vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé à première vue de ce Panasonic. Ça m'intéresse de voir comment vous analysez ça. J'étais hyper surpris de voir autant de youtubeurs qui d'habitude sont vraiment sur des gros boîtiers, sur du full frame, etc. parler du GH6. Je pensais vraiment que le micro 4 tiers c'était beaucoup plus devenu de la niche. Mais Panasonic a très bien joué son coup en contactant beaucoup de youtubeurs. Donc votre avis m'intéresse sincèrement. Est-ce que vous vous en foutez? Est-ce que, voilà, statu quo? Ou est-ce que vous vous dites, ah ouais, quand même, c'est pas mal? D'autant plus que OM System vient de sortir son OM1 qui, lui aussi, montre des specs assez intéressantes. Et je m'attendais pas tellement à un boîtier comme ça, mais effectivement, ils ont un bon autofocus, une bonne stabilisation, de la 4K 60. À voir, à voir. En attendant, prenez soin de vous. Salut.